sont toujours des moments difficiles de toute façon à vivre, et puis ils dépendent du contexte, de l'âge des patients, de la soudaineté, ou dans les cas d'agonie, de l'entourage à prendre en compte. Et puis là, actuellement, dans le contexte du Covid, ça n'a pas été simple non plus d'accompagner les gens dans ces situations-là, pour nous, soignants. En réanimation, nous affrontons quotidiennement la mort. Les décès sont nombreux. Il faut savoir qu'à peu près un tiers des patients admis en réanimation décèdent. La plupart de conséquences non pas de l'évolution de leur pathologie grave, mais d'un arrêt des traitements, du maintien artificiel de la vie. L'enchaînement de ces situations est de plus en plus difficile au fur et à mesure que mon exercice professionnel a avancé. Autrement dit, des situations qui étaient plus simples à gérer, je parle de situations qui étaient plus simples à gérer initialement, me paraissent beaucoup plus difficiles actuellement. Je suis toujours touchée, évidemment, et parfois plus selon les situations. Et c'est quelque part rassurant en fait de se dire ça, parce que je pense que le jour où je n'y serai plus, je changerai de métier. Je suis à 80%, mon activité nécessite d'être présente le matin ou en début d'après-midi. Je suis soulagée parfois qu'il y ait des décès quand je ne suis pas là. Je demande à mes collègues de m'envoyer un petit texto pour me prévenir, peut-être pour m'habituer à ce qu'il y ait une nouvelle personne dans la chambre. Je ne crée pas de lien avec tous les patients, mais parfois avec certaines familles ou certaines personnes, je crée un lien plus particulier. Bien évidemment, difficilement. Les patients en libéral, les patients que nous rencontrons sont des gens chez qui nous allons plusieurs années, qui entraînent forcément un affect. Nous les rencontrons au quotidien. Par exemple, des personnes ayant un cancer. Nous allons commencer à aller chez eux pour des prises de sang, ils vont avoir les examens, l'annonce du cancer. Nous allons être là pour les prises de sang avant la chimiothérapie, nous allons être là pour les soins post-opératoires d'une éventuelle chirurgie. Après, nous serons là pour aussi des soins sur d'éventuels effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Voilà, parfois il y a une rémission, donc nous sommes là pour les prises de sang qui annoncent cette nouvelle, puis d'autres prises de sang de contrôle et qui peuvent annoncer la récidive, puis les soins palliatifs et le décès. Donc tout ça entraîne que nous voyons les gens très régulièrement, parfois au quotidien, pendant plusieurs mois, plusieurs années. Nous rentrons dans leur famille. Finalement, ils rentrent aussi dans la nôtre. Donc, ça amène un affect et une empathie bien grande et bien difficile à surmonter lors du décès. Alors, en ce qui me concerne, ce n'est pas tant la répétition des décès que la confrontation répétée en fait, à l'accompagnement de patients en fin de vie. Je n'ai pas de difficulté avec le décès d'un patient. En fait, ce n'est pas l'aspect principal de la rencontre. Je travaille certes avec des mourants, mais ils sont en vie. Et l'objet de mon travail est plutôt focalisé sur ce temps de l'accompagnement. Voilà, la fin de vie n'est pas la mort. D'autre part, dans la majorité des situations que je rencontre, la séparation avec nos patients est élaborée et préparée en équipe. La mort d'un patient est anticipée, elle est parlée et puis surtout elle est prévisible parce que souvent elle fait suite à une longue maladie létale. Donc ici, l'impact du décès est amorti parce qu'il s'est passé du temps et du coup, la mort n'est pas vécue comme brutale ni traumatique.
vécu personnel m'a permis d'accroître mes forces avec l'expérience, d'analyser les situations pour être plus sereine face au contexte et de prendre du recul. J'ai été à un moment de ma carrière en souffrance et j'ai beaucoup analysé pour pouvoir stabiliser mon vécu en soins palliatifs. Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'évolution des formations, on a très peu voire pas du tout de formation. On n'est pas formé à la faculté de médecine à gérer les situations de mort, de fin de vie, d'accompagnement, soins palliatifs, fort heureusement, oui, mais on n'apprend pas la mort à la faculté de médecine. La mort, elle est laissée de côté, on apprend beaucoup d'autres choses. Au niveau personnel, ce qui m'aide beaucoup, c'est cette représentation, vous savez, du service de réanimation pour des raisons de conception architecturale, d'hygiène. On a des portes qui sont sacées, qui se ferment. Et le fait de sortir du service de réanimation, sortir donc de la confrontation avec ces situations extrêmement difficiles, pénibles, lourdes, le fait de sortir, il y a derrière la porte sacée qui se ferme. Donc il y a l'image de la porte, des portes qui se ferment, et ce bruit aussi, un bruit de limite j'allais dire un bruit carcéral, mais c'est l'image. Je laisse derrière moi ces situations très, très difficiles. Et le fait d'enchaîner sur la vie personnelle, les enfants, ça donne un relief justement à des situations qui peuvent paraître du quotidien. Enfin, serrer ses enfants dans les bras, passer à la boulangerie, on voit des gens qui sourient, le rendu de monnaie avec un sourire de la boulangère, tout ça prend un relief et une dimension différente. On n'est plus dans la situation de la souffrance, des questionnements, et donc c'est un relief, une force que je puis justement en laissant derrière moi la réanimation et ses portes fermées. Alors sur le plan personnel, déjà j'essaye de ne pas emmener mon travail chez moi. Quand je passe ma porte, voilà, le travail est derrière moi. Très bêtement aussi, je ne vais pas aux enterrements des gens. Voilà, il faut tourner une page. Et pour moi, ça me semble difficile. Et même si dans le quotidien on fait partie de cette famille, une fois que le décès est venu, je pense que c'est à la famille, à l'entourage d'être là. Voilà, moi j'ai fait mon travail. Ensuite, notre famille, c'est une ressource hyper importante. Moi j'ai mon fils de 2 ans et demi, voilà, je rentre à la maison, il me fait des bisous, des câlins, il me dit maman je t'aime et tout va mieux. Je fais le vide en fait en sortant du travail et je me recentre sur mes proches, sur ma famille, sur mon fils et sur les petits bonheurs que la vie nous offre en fait. Et il faut savoir les apprécier et en profiter, et c'est une chose que notre métier nous permet. Quand j'ai commencé mon activité professionnelle, on m'a dit que les soucis personnels restaient au vestiaire. J'ai la chance d'y parvenir, mais j'y arrive aussi dans le sens inverse. Mes soucis du travail restent dans ma tenue que je mets au lavage. Mais il m'arrive parfois de mettre la musique à fond et de faire du ménage ou du jardinage. Cela me vide la tête et ça me fait du bien. Alors sur un plan personnel, moi ce qui m'aide, c'est d'avoir fait un travail sur moi-même dans un premier temps. Ce qui me permet aujourd'hui de connaître et de reconnaître mes fragilités, mes émotions et du coup de les accueillir et de ne pas les projeter sur les autres. D'autre part, ce qui m'aide aussi, c'est parfois dans des moments de solitude ou de pensée interne, je me rappelle les échanges, les liens que j'ai pu tisser avec certains patients, des liens un peu plus privilégiés, ou les familles aussi. Et puis me dire que ce souvenir, me rappeler un petit peu ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a appris. Se dire que et puis de toute façon la vie elle continue après ça. Moi je me ressource auprès de ma famille, mes enfants, mes amis.
Donc je trouve du soutien dans ma pratique professionnelle au niveau du contexte collectif avec mes collègues, les médecins, les psychologues, l'entourage, et puis les formations qui sont offertes par le CH Fécamp. Mais également aussi, je m'assois beaucoup sur mon vécu avec mon DU soins palliatifs. Alors en équipe, on parle beaucoup les situations, on a plusieurs espaces de parole, que ce soit formel, informel, dans les temps, dans les pauses, au moment des transmissions, et puis au moment des supervisions aussi, nous avons une supervision qui nous permet quand même de prendre de la distance. Et puis c'est aussi dans les équipes dans lesquelles j'interviens, s'autoriser à passer le relais à une collègue si toutefois voilà, c'est difficile et pour justement prendre un petit peu, enfin se mettre à l'écart. Du coup, nous dans l'unité de soins palliatifs, nous avons une supervision régulière qui peut être aussi demandée si une situation nous renvoie à des émotions un peu négatives, on peut en faire la demande de manière plus ponctuelle. Et donc, voilà, ça permet quand même d'apaiser un petit peu les difficultés. L'équipe aussi, enfin les équipes sont très solidaires et la cohésion d'équipe, ça c'est important parce que dans ces équipes-là, il est légitime d'exprimer ses émotions sans se voir, sans être vécu comme, sans risquer d'être vécu comme quelqu'un de fragile ou faible. Donc cette liberté de parole entre collègues facilite grandement justement la verbalisation des émotions et puis la symbolisation de la séparation avec nos patients. Donc voilà. Sur le plan professionnel, je pense qu'il est important de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et il y a aussi cette notion de travail en équipe pluridisciplinaire qui est vraiment primordiale. Nous, sur le SSR à Fécamp, on a la chance de travailler dans une équipe avec beaucoup de professionnels différents qui ont beaucoup de choses à nous apporter et en fait, on n'hésite pas à les solliciter. Et chacun, en tant que professionnel, a sa vision des choses et ça nous permet d'optimiser au mieux la prise en charge des patients. Et aussi en tant que soignant, ça nous permet de nous remettre en question parce qu'on a toujours des choses à apprendre de toute façon et se remettre en question, c'est vraiment important. Et cette notion de travail en équipe permet aussi d'évacuer pour qu'on n'ait pas de choses qui nous pèsent sur le plan personnel parce que c'est indissociable en fait. En tant que soignant, le plan professionnel et personnel, on peut pas le dissocier, donc travailler en équipe, en parler en équipe, c'est vraiment des choses importantes. Sur la SSR, on a aussi de temps en temps, quand on a besoin, on peut solliciter des réunions soins palliatifs. Donc c'est les réunions dans lesquelles chaque professionnel il met un peu du sien pour justement avancer toujours dans le but d'optimiser les prises en charge des patients. Et voilà, c'est vraiment des choses importantes pour qu'on reste quand même dans la bienveillance et dans l'empathie par rapport à nos patients. Les ressources professionnelles sont heureusement nombreuses. On travaille en équipe. Alors on travaille en équipe médicale, certes, mais pas seulement. On a la chance d'organiser des réunions qui sont formalisées. Tous les matins, on fait un point centré quand même sur la partie éthique, limitation, arrêt des thérapeutiques, avec les collègues aides-soignantes, infirmières. On a la chance d'avoir une collègue psychologue qui a rejoint l'équipe. Et donc ça, c'est les parties formalisées, et des temps de discussion informels, où quelque chose, une empathie se dégage vis-à-vis d'une situation, d'une famille, d'un visiteur. Et on a besoin de débriefer avec l'infirmière. Donc ces temps de parole permettent de libérer ce qu'on a ce que l'on a à dire,
et vont, mine de rien, alimenter et argumenter pour une suite de prise en charge, même dans le sens d'un arrêt des traitements. On a également il faut le dire, la législation vis-à-vis des soignants a évolué et on a la chance, sur nous qui participons à des services de garde de 24 heures, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle le repos de sécurité, des permanences, des gardes de 24 heures qui sont suivies d'une période de 24 heures, c'est 12 heures de façon réglementaire, mais on a 24 heures pendant lesquelles on laisse tout cela derrière nous et c'est le repos de sécurité. Je trouve que ça porte bien son nom, repos, allez vous reposer, vous avez bien travaillé, sécurité. Si vous continuez à travailler, le patient n'est plus en sécurité parce que vous êtes épuisé et vous-même n'êtes plus en sécurité. Dans l'équipe de soins palliatifs, on fait attention les unes aux autres. On s'apprécie beaucoup et on peut parler de notre mal-être. Avant la pandémie, on faisait de la câlin-thérapie. Un monsieur nous a quittés après la demande d'une sédation. Et ça a été long, ça a été lourd. Et on s'est fait un câlin-thérapie quand il est décédé. L'épouse de ce monsieur est sortie à ce moment-là et nous a vus. J'ai vu son étonnement sur son visage et on l'a invité à nous rejoindre. C'est ce qu'elle a fait. Ensuite, nous avons la médiation animale. C'est une association qui vient avec des animaux au pied du patient. Et ça leur fait beaucoup de bien et à nous aussi. Nous avons aussi les psychologues du service qui sont très enrichissantes pour nous et ça nous fait du bien de savoir qu'elles sont là. Nous avons aussi la supervision. C'est un psychologue extérieur du groupe hospitalier qui vient nous rencontrer. Personnellement, je n'ai jamais eu besoin de ces réunions, mais je sais qu'elles sont là si j'en ai besoin. Sur le plan professionnel, la chance que j'ai, c'est de travailler dans un cabinet de groupe. Nous sommes 6. Il y a 4 tournées, donc 4 à travailler le matin, 2 l'après-midi. Donc nous ne sommes jamais seuls. Donc quand il intervient un décès, nous avons l'occasion de pouvoir nous retrouver et d'en discuter. Et voilà, ça aide beaucoup pour faire le deuil de ce décès. Alors très souvent, on entend travailler en soins palliatifs, ça doit être triste. Ou bien encore, avec le temps, vous devez vous endurcir. Eh bien non, pas du tout. Voilà, je pense que c'est une idée qui est partagée avec mes autres collègues. Nous sommes souvent confrontés à des identifications projectives telles que ce patient, ça pourrait être mon parent ou bien mon enfant ou bien moi-même. Dans mon travail en soins palliatifs, les émotions sont omniprésentes. Il faut les accueillir, elles sont là, nécessaires. Et l'adéquation entre, je dirais, tout ce qui est de l'ordre de la bonne distance et de la juste proximité est un exercice très difficile, qu'on travaille en équipe. Et même nous, les psychologues, on est aussi soumis à cet exercice-là. Il est important de souligner que la difficulté, c'est pas tant le temps, la durée de l'accompagnement, mais plutôt aussi l'intensité que cet accompagnement suscite. De même, contrairement aux idées reçues, c'est pas moins difficile de perdre un patient âgé. Je pense que l'expérience ne nous protège pas, sinon je changerais de métier.
J'essaye de toujours travailler dans le respect et la dignité de la personne qui vient de nous quitter. J'essaye d'être prévenante avec la personne, avec la famille, et je les emmène au bureau de l'état civil. Par contre, ça m'est impossible d'être présente au moment de la fermeture de la housse. C'est trop dur pour moi, je ne supporte pas. Je dirais qu'aujourd'hui ça va, mais demain. Les années qui ont passé n'ont pas rendu l'approche des situations de fin de vie et donc de mort plus facile. Au contraire, c'est de plus en plus difficile, malgré les garde-fous que nous avons, qui sont réglementaires, la collégialité, l'information de la famille, le recours à l'intervenant extérieur. Eh bien, malgré cela, c'est de plus en plus difficile. Pourquoi ? Parce que, je l'ai mentionné, les décisions, la mort survient en réanimation, bien sûr par l'évolution de la pathologie, mais surtout parce que nous arrêtons des techniques de suppléance vitale, de ce qu'on appelle le maintien artificiel de la vie, on l'arrête. Et cet arrêt du maintien artificiel de la vie va conduire à la mort. Alors comment peut-on être certain que ce que l'on décide, aussi, en ayant une délibération éthique soigneuse, un processus extrêmement, rigoureux, comment peut-on être certain que l'issue sera la mort et qu'on est dans l'obstination déraisonnable ? Eh bien, on ne le sait pas. Et cette part de doute, elle nous fait finalement décider de l'arrêt de maintien artificiel de la vie, du respirateur, pour faire simple, dans certaines situations, qui va conduire à la mort. Donc ça nous fait décider dans une situation d'incertitude extrême. Je ne suis pas plus ni moins à l'aise dans ma pratique, mais j'ai la chance de travailler avec une équipe formidable, dans laquelle je trouve un soutien. On est tous complémentaires et solidaires, et ce qui nous permet beaucoup de passer le relais pour les prises en charge difficiles. Il y a 20 ans, quand je suis sortie de l'école, on nous avait appris à mettre des barrières pour se protéger. Et bien aujourd'hui, 20 ans après, je me rends compte que ces barrières, c'est pas possible, elles n'existent pas. Donc effectivement, je suis plus à l'aise sur mes prises en charge et trouver des moyens pour être plus proche de mes patients, pour les connaître mieux, savoir quelles difficultés j'allais avoir et pouvoir les contrecarrer. Je suis plus sereine sur mes prises en charge des soins palliatifs, l'accompagnement en fin de vie. Mais ça me reste très très difficile de voir mes patients décédés, tout simplement parce que ce métier nous demande une grande empathie, et ça on ne peut pas nous l'enlever. Je ne dirais pas plus à l'aise, c'est pas forcément le terme que j'aurais employé. Par contre, je parlerais de plus de confiance en moi et sur mes capacités de par mon vécu en tant que soignante. J'ai acquis de l'assurance, même si je suis toujours quand même très touchée et que ça m'arrive évidemment de pleurer, bien sûr parfois selon les situations. Mais c'est être humain et c'est pour ça qu'on fait ce métier.